Si mon contenu te plaît et que tu en veux un peu plus, retrouve-moi dans la peau d'un chroniqueur chez Box to Box. On fait pas mal de contenu, du live, des vidéos YouTube. Je te laisse aller checker tout ça. Tous les liens sont en description. Aujourd'hui, on enfile un nouveau costume, celui d'agent de joueur. On a sélectionné au préalable 5 joueurs français. On va essayer de leur faire les meilleurs choix pour leur carrière. Et qui sait, si le format vous plaît, on en fera d'autres à thème. Et notre premier client, du coup, c'est Tierno Barry d'Everton. À Villarreal, ça se passait bien pour lui. Il a été transféré cet été pour 30 millions en Première Ligue. Sauf que ça se passe très mal pour lui, malheureusement. Et Tierno a un petit souci à la conversion. 1% de réussite à la conversion. C'est quasi néantique. Il y a là un vrai problème de confiance. C'est pas la qualité du joueur. Alors, on peut déjà se demander pourquoi. Et c'est assez simple. Villarreal avait un style de jeu totalement différent. Le Villarreal 24-25, c'était full contre. Voilà. À l'inverse d'Everton, qui est un jeu basé sur les duels aériens, les confrontations physiques uniquement, quasi uniquement. 1m95 quand tu joues en Espagne, bah, tu passes pour un colosse, mais quand tu joues en Première Ligue, tu es juste un gars normal. À son poste, il y a un joueur qui est similaire, c'est Beto. Il n'est pas forcément meilleur que Tierno Barry, mais on sent que ça fait déjà 3 saisons qu'il est en Première Ligue et notamment à Everton. Et on sent qu'il a un petit peu pris la mesure du championnat. Donc un joueur qui n'est pas forcément utilisé pour ses qualités et qui n'est pas en confiance, bah forcément ça matche mal. Alors son contrat à lui court jusqu'en 2029 évidemment, il vient d'intégrer Everton tout récemment. Ça n'est que le 11e salaire du club pour, à titre informatif, un Jordan Pickford à 3 fois son salaire approximativement. À Villarreal, c'était un des joueurs les moins bien payés, il n'y avait que 5 joueurs qui étaient moins bien payés que lui. Il était autour de 18 000 € par mois. Donc ça fait de lui un joueur qui n'est pas forcément gourmand en salaire. Ça déjà c'est un point positif si on veut lui trouver un point de chute parce que les clubs ne vont pas être refroidis, il va y avoir plus de prétendants. Cela dit, je ne pense pas qu'Everton soit vendeur pour autant parce que de 1 ça fait que 6 mois qu'il est là, il faut forcément un temps d'adaptation et de 2, étant donné que son salaire est très bas, c'est pas comme s'il prenait énormément de place au niveau de la masse salariale. Donc ce qu'il lui faudrait idéalement, c'est juste du temps, de la confiance, que ce soit de son coach, de ses supporters et de ses partenaires. Donc ce que je préconiserais en tant qu'agent de Tierno Barry, c'est déjà de finir la saison parce que il faut pas lâcher si rapidement. Ça se passe mal pour le moment, 0 but en 11 matchs, c'est pas assez standard qu'on a connu jusqu'ici. Mais il faut redresser la barre, tenir le choc, tenir le coup, finir la saison et voir ce qui se passera dans 6 mois. Si tu as réussi à redresser la barre, eh ben, tu continues ton aventure en Première Ligue avec Everton. Si c'est pas le cas, je pense qu'il faut trouver un point de chute. Alors qu'est-ce qu'on peut préconiser à ce moment-là? Peut-être qu'un prêt pourrait être une bonne idée, étant donné, comme on l'a dit, qu'Everton ne serait pas forcément vendeur et que l'APL et Everton restent quand même un bon choix de club quand on est un joueur de football. Et bien à ce moment-là, le prêt peut arranger un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que du côté de Tierno Barry, parce que c'est ses intérêts que je vais défendre, ça lui permet de s'aguerrir une année ailleurs. David Moyes n'a pas l'air d'être le coach idéal pour développer le joueur. Et David Moyes est un vieux coach. Il a un âge assez avancé. Il ne fera pas 3 saisons à Everton. Il n'est pas mis en danger, les résultats sont plutôt positifs. Mais il ne fera pas 3 saisons, donc peut-être qu'à l'issue de son prêt, David Moyes ne sera plus là. Alors à ce moment-là, on cherche un club qui accepterait d'avoir Tierno Barry en prêt, qui chercherait potentiellement un buteur et qui jouerait, c'est très important, un football transitionnel plus que positionnel pour qu'il soit confortablement dans son élément. Et en Première Ligue, il y a d'autres clubs qui pratiquent ce football, qui seraient davantage adaptés à lui. On a du West Ham, du Brighton, du Brentford. Je vous l'affiche avec un petit graphique. Mais je ne suis pas certain qu'ils prêtent à la concurrence directe. Alors, pour être davantage sûr d'avoir l'aval de tous les clubs, il faut peut-être viser un autre championnat. Mais il faut rester dans les standards de la Première Ligue pour qu'à son retour, il soit quand même pas perdu, quand même dans son élément, qu'il sache à quoi s'en tenir. Des championnats peut-être moins forts, mais avec un fort engagement physique. À ce moment-là, on a la division en dessous de la Première Ligue, la Championship. Je pense que ça serait parfait dans le sens où il s'épanouirait, il marquerait ses buts, mais il aurait autant d'engagement physique, voire plus, parce que c'est un championnat très rude. Donc ça lui permet de s'adapter au physique anglais et d'être en confiance en marquant des buts. Le football est quand même plus facile qu'en Première Ligue, mais je crois que je serais un plutôt mauvais agent si je l'envoyais en division inférieure
Ça le décoterait en plus énormément. Il perdrait de la valeur. Alors Everton ne serait même pas d'accord, je pense. Donc, il faut oublier. Du coup, il nous faut ce championnat légèrement moins bon que la Première Ligue, ce qui est le cas de tous les championnats, mais qui a un impact physique très fort. Et ça tombe bien parce qu'on en connaît un qui s'appelle la Ligue 1. Et ça tombe bien parce que Tierno Barry est français, qu'il n'a pas côtoyé la Ligue 1, mais qu'il en est forcément proche d'une manière ou d'une autre. Alors la question, c'est quel club de Ligue 1 serait intéressé par un gros buteur de son calibre, Tierno Barry, en prêt pendant une saison. À savoir qu'il faut que ce club joue l'Europe, hein, c'est le minimum pour un club qui puisse accueillir Tierno Barry. J'en ai ciblé 4. Pour commencer, on a le LOSC. Lille, peut-être que Giroud ne fera qu'une saison du côté de Lille. Et à ce moment-là, ça pourrait être une bonne option. On a aussi l'OM qui est en quête d'un numéro 9, le fameux grand 9 marseillais que l'on cherche un petit peu depuis des années. En plus, l'OM est adepte des prêts. Il y a pas mal de prêts dans leurs transactions. On a l'OL aussi qui est en quête d'un 9 et pour qui le prêt serait satisfaisant au vu des difficultés financières. Et pour finir, on a Strasbourg. Alors Strasbourg, pour le coup, peut-être que ça impliquerait une vente à Chelsea pour être prêté à Strasbourg. Et c'est pas ce qu'on a dit depuis le début, ce qui serait l'idéal pour lui. Mais quelque part, ça collerait pas trop mal. S'aguerrir à Strasbourg pour ensuite aller à Chelsea. Mais en tant qu'agent, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. C'est beaucoup d'incertitudes. Ça peut être lourd à porter pour un joueur déjà pas en confiance. Il restait aussi Monaco ou Rennes, mais je le voyais moins dans ces effectifs-là, dans ces environnements-là. Mais pourquoi pas après tout, hein, c'est pas quelque chose d'incongru non plus. Donc à ce moment-là, je vous demande qu'est-ce que vous en dites, vous, entre le LOSC, l'OM et l'OL. Je pense que c'est des bons points de chute pour ensuite espérer un retour en Première Ligue. Dans les 5 plus des transferts idéaux, j'avais ciblé 5 éléments précis. Est-ce qu'il va être dans un meilleur club? Alors pour l'instant, non. Je pense pas que ces 3 clubs français soient au-dessus d'Everton, quoique avec la Coupe d'Europe, il peut y avoir une importance différente. Mais en tout cas, c'est pour espérer un retour en Première Ligue. Donc, étant donné que c'est un prêt, c'est différent. Plus de temps de jeu, il en gagnerait grâce à ce prêt, ça c'est sûr. Donc, on a validé ce point. Est-ce que le style de jeu serait correspondant? Je pense que oui. Le LOSC s'appuie, on le voit avec Igaman ou Giroud, sur des joueurs à gabarit, ce qui est le cas de Tierno Barry. Je pense aussi qu'à l'OM et qu'à l'OL, de toute manière, on ferait en sorte de les mettre en bonne condition, étant donné que ça serait un petit peu des grosses arrivées. Au niveau du salaire, on perdrait pas, on gagnerait pas non plus, on resterait pareil, étant donné que c'est un prêt. Alors, ils se débrouillent comme ils veulent, hein, tant que le salaire arrive, moi c'est tout ce qui m'intéresse pour mon client et le meilleur cadre de vie. C'est là qu'on peut peut-être faire un choix. C'est déjà qu'il est né en France, donc il aura peut-être plus de moins de distance avec sa famille. Donc peut-être que le cadre de vie inclut aussi ça, le cadre familial, plus de confort. C'est aussi régénérateur pour un joueur. Et je me suis noté un point qui est quand même important, c'est que Tierno Barry est né à Lyon. Donc est-ce que là on n'aurait pas le transfert parfait, le match parfait? Est-ce qu'on n'opterait pas pour envoyer Tierno Barry une année à Lyon? Mais ça serait vraiment à la condition que Lyon chope une place européenne, au moins Europa League, pour qu'il puisse s'éclater. Sinon, je l'envoie volontiers au LOSC ou à l'OM. Le deuxième joueur qui a fait appel à nos services, à mes services d'agent de joueur, c'est Magnès Akliouche. Et on va l'aider bien sûr parce qu'on est très serviable. Je pense que le club va devenir pas assez bon pour Magnès Akliouche qui commence à prendre une envergure bien trop importante. Et en plus, ça se passe pas bien pour le club de la Principauté en ce moment. Donc, pourquoi pas envisager un transfert dès cet hiver pour éviter une saison pleinement catastrophique et ne pas être, on va dire, mêlé à tous ces problèmes. Et c'est peut-être pas la chose la plus morale qui soit de conseiller ça, mais moi je suis l'agent de Magnès Akliouche. Je veux le mieux pour lui. Et franchement, je pense qu'il vaut mieux trouver un club dès cet hiver. Déjà, ce qui n'est pas évident avec Magnès, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est le poste auquel il performe le plus, que ce soit à droite ou dans l'axe en tant que 10. Peut-être un mix des deux, cette espèce de joueur du demi-espace. Il y a beaucoup de rumeurs de transfert autour de lui. Ça tombe bien, ça va nous permettre d'avoir l'embarras du choix. Il lui faut, dans nos conditions, un club qui joue l'Europe, au minimum l'Europa, même si on préférait un club qui joue la Ligue des Champions. Transfermarkt l'évalue à 45 millions d'euros, mais au vu du nombre de prétendants et au vu de son contrat qui court jusqu'en 2028, je pense qu'on va pouvoir faire grimper les enchères et ajouter une petite clause pour l'agent, je pense quand même. On n'est pas non plus sur un énorme salaire, 60 000, il pourra clairement aller gratter un peu plus dans un club plus huppé.
Il est formé à Monaco, il est habitué à ce cadre de vie plutôt sympathique, difficile de faire mieux en tout cas. Donc des pistes comme l'Italie ou l'Espagne sont plutôt privilégiées, mais, le Real et le Barça, c'est peut-être un petit peu trop. Pour le moment, je crois que c'est une marche intermédiaire quand même qu'on cherche. Et l'Atlético, je me vois pas en tant qu'agent l'envoyer dans ce club. Donc malheureusement, l'Espagne, on fait déjà une croix dessus. L'Italie, pour le coup, il y a des pistes intéressantes. Inter, Juve, Naples, c'est pas du tout à négliger. Mais je doute légèrement de la visibilité qu'aura Magnès Akliouche dans ce championnat. On sait que l'objectif, c'est d'être un joueur de l'équipe de France, de faire des grandes performances avec beaucoup de visibilité. C'est vraiment pas le top, la Serie A, pour ce cas-là. Donc je pense que ça peut être un bon choix au vu de son profil, mais pour la suite de sa carrière, pour un championnat qui est plutôt sur le déclin, j'ai quand même des doutes pour. En fait, je pense que dans l'immédiat, c'est pas mal, mais pour l'avenir, il faut voir peut-être un peu plus loin, et je sais pas si c'est la meilleure option. L'Angleterre, vous allez dire que je suis peut-être un peu trop réticent, mais c'est pareil, ça me fait un peu peur pour lui. On a vu un Florian Wirtz arriver cet été et avoir du mal à s'adapter, même si c'est pas catastrophique. Et pourtant, Florian Wirtz, c'est pas personne dans le paysage du football. Il a un profil similaire à Akliouche, et je pense que c'est un peu l'envoyer au casse-pipe que de l'envoyer en première ligue. Il nous reste donc la France et l'Allemagne. En France, on n'a que le PSG qui aurait les épaules de l'accueillir. Et ça, pour le coup, ça sonne plutôt comme une évidence. Et en Allemagne, il pourrait s'y éclater. Il y a des prétendants sérieux qui pourraient l'accueillir. On a Dortmund notamment, on a le Bayern, on a Leverkusen et Leipzig, mais je pense que ces deux-là pourront moins satisfaire les demandes, notamment salariales. Ça roule pas autant sur l'or que les deux grands d'Allemagne. Du côté du Bayern, je pense que la concurrence est quand même très rude. On a du Olysée, du Gnabry, du Musiala, Karl Lennart est en train d'émerger. Alors est-ce que c'est la meilleure option en termes de gain de temps de jeu? Donc soit le Borussia Dortmund qui serait donc la marche intermédiaire entre Monaco et un top club, ce que moi en tant qu'agent je préconiserais pour pas se brûler les ailes. Je pense que ça serait un championnat dans lequel il s'éclaterait, à la condition que Dortmund se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Dortmund actuel et le Monaco de la saison dernière. Il y a beaucoup de similitudes, notamment au niveau du dispositif, un 3-4-3 avec un rôle de meneur plutôt excentré dans le demi-espace. On a du Chukwuemeka, du Adeyemi, du Brandt au poste. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il pourrait largement s'y faire son trou. Soit le PSG, c'est vrai que si le PSG vient à toi, faut pas refuser, faut pas dire non. Il coche pas mal de cases quand même pour intégrer cet effectif sous Luis Enrique. Il y a en plus de ça des hécatombes de blessures, on le sait, donc il pourrait bénéficier de pas mal de temps de jeu quand même. Il manque en plus de ça là-bas clairement un offensif plus polyvalent. Dembélé doué, c'est en proie aux blessures. Barcola, c'est mi-figue, mi-raisin. Ça dépend des moments de la saison. Lima Yulu, c'est pas mal, mais peut-être que pour un renouvellement qualitatif, le PSG peut espérer mieux. Vara, lui, à droite, c'est moins bien. Il est plus à l'aise à gauche. Donc tout roule pour Akliouche, d'autant plus qu'il connaît le championnat et l'environnement, l'adaptation serait plus simple. Donc avec nos 5 points importants pour le transfert parfait, est-ce qu'il serait dans un meilleur club, que ce soit à Dortmund ou au PSG? Oui. Est-ce qu'il aurait plus de temps de jeu au PSG? C'est moins sûr, même les ballons d'or là-bas ne sont pas titulaires à 100% du temps. Style de jeu correspondant, oui, je pense que dans les deux cas, il y trouverait son compte. Est-ce qu'il aurait un meilleur salaire? Bien sûr. Et est-ce qu'il aurait un meilleur cadre de vie? Alors pour le coup, je pense que c'est difficile de faire mieux que Monaco. Après, Paris, c'est l'une des villes les plus sollicitées du monde. T'es pas non plus perdu. Notre troisième joueur qu'on va aider, c'est Axel Disasi, qui est un petit peu disparu des radars. Il est clairement pas invité à Chelsea. 15 matchs en 2 ans peut-être. C'est quelque chose quand même qui est assez problématique pour un joueur de haut niveau. Le dernier date du 22 avril dernier. Le downfall est quand même assez important. Il est passé de finaliste à la dernière Coupe du Monde à être capitaine des U21 avec Chelsea. Il y a vraiment un problème là. On parle de le réhabiliter à cause de blessures et de manquements dans l'effectif, ce qui est quand même un comble pour Chelsea qui a un effectif pléthorique. Alors c'est terrible parce que moi je le trouvais monstrueux sur sa dernière saison à Monaco. Il faut absolument partir et trouver un club qui te fera confiance. Donc mon objectif c'est de lui trouver un club peut-être moins bon que Chelsea parce que je pense qu'il n'a pas le niveau pour des clubs de cette envergure, mais au moins aussi bon que Monaco pour éviter un downfall et pour éviter de s'enterrer. Il faut essayer de trouver l'entre-deux. Maintenant, il a 27 ans.
et sa valeur marchande a chuté de 45 à 18 millions d'euros, donc un peu plus accessible qu'à l'époque quand même. Il peut jouer à droite, mais c'est quand même dans l'axe qu'il faut le faire évoluer. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité, hein, notamment avec ballon. C'est chevauché offensive, il apporte énormément offensivement. Donc la première ligue, ce qui est sûr, c'est qu'on fait une croix dessus. On ne veut plus en entendre parler quand on est Axel Disasi. On ne veut pas reconnaître les déboires anglais. La Liga en Espagne, ça me paraît difficile. Je vois pas quel club peut être un prétendant sérieux pour l'accueillir, notamment à cause de son style de jeu qui est pas du tout Espagne compatible. La Bundesliga, c'est pas forcément un mauvais choix, mais quand l'objectif est de te montrer un maximum, parce qu'on va y revenir, on a un objectif caché en tête. Vu l'exposition auquel font face les clubs allemands, à se prendre des 3 buts par match, même quand tu es Dortmund, je sais pas si c'est la meilleure idée pour se montrer. Donc de plausible, il nous reste la France et l'Italie. On a aussi des destinations un peu plus exotiques avec l'Arabie Saoudite. Alors si c'est le souhait du joueur de se mettre un petit peu à l'abri, je pense qu'il faut à tout prix l'envoyer là-bas et je l'encouragerai à le faire, il aurait tout à fait raison. La Turquie également, avec Galatasaray. Je pense que ces deux-là, c'est selon ce que le joueur cherche. Si il veut vivre une expérience, connaître les grandes adversités avec Fenerbahçe, etc. Je pense que c'est aussi une option non négligeable. Mais notre objectif secret avec Axel Disasi, c'est secrètement de retrouver l'équipe de France et espérer une Coupe du Monde et pas celle dans 4 ans. Je vous parle de celle maintenant. Prenez-moi pour un fou, mais attendez. La prochaine Coupe du Monde est en 2030, il aura 32 ans. Et là, autant vous dire que j'y crois pas du tout. Donc, en fait, c'est cette année ou jamais. Et on a beau vanter les louanges de notre profondeur au niveau de nos défenseurs centraux français, bah, je crois pas qu'il soit à des années-lumière de joueurs comme Loïc Badet, Benjamin Pavard, Kaloulou, surtout dans l'esprit de Deschamps qui l'a déjà convoqué plusieurs fois. Notamment parce qu'il aime sa polyvalence, hein. Le fait qu'il puisse jouer à droite, c'est un vrai atout pour Didier Deschamps. On sait qu'il y a des joueurs qui sont à l'abri à ce poste-là, Upamecano, Konaté et Saliba. Après, par contre, ça reste quand même un certain flou. Et je pense qu'il n'y a aucune certitude. Tu mets, je sais pas, je ne l'espère pas, une blessure d'un joueur, une méperformance, ça va très vite. Au final, il est très rapidement un choix qui est assez plausible. Donc l'objectif, c'est 6 mois de folie de la part de Disasi dans un club assez exposé pour que Didier Deschamps ait un œil attentif sur lui. Donc un club qui puisse par exemple faire des performances de là à attraper un titre dans son championnat ou de là à choper une coupe européenne. Le premier pari, ça serait un retour à Monaco. Ok, j'en ai pas vanté les louanges, mais je suis pas devin. Qui sait, peut-être qu'un retour de Paul Pogba pourra changer la donne avec un nouveau coach, Pocognoli, et un renouveau dans l'effectif. Et ben pourquoi pas aller chercher des performances très intéressantes. Mais évidemment, c'est pas mon premier choix. C'est simplement parce que il s'y sentirait bien. C'est là qu'il a performé. Il connaît l'environnement, le stade, les supporters. Je pense qu'il y serait performant. Est-ce qu'il y serait au point de retrouver une place en équipe de France? Ça, c'est pas sûr. Mais au moins, je pense que ça serait un bon point de chute pour lui. Et si l'OM se penchait dessus, par exemple, c'est notre deuxième club français, un système qui pourrait lui convenir, sous De Zerbi, tantôt à 3, tantôt à 4 derrière, il s'adapterait dans tous les cas, ça offrirait un petit peu de densité physique à cette équipe. Et si l'OM crée l'exploit en allant chercher la Ligue 1 devant le PSG, si l'OM simplement arrive à terminer deuxième en faisant une saison énorme, eh bien pourquoi pas. Peut-être qu'il passerait devant Benjamin Pavard dans la hiérarchie, qui serait aligné avec lui. Les deux peuvent jouer central ou à droite. Peut-être qu'il ferait une meilleure saison, qu'il marquerait des buts de la tête avec sa grande taille. Mais en fait, il y a une troisième option en France qui est quand même, je pense, assez intéressante. C'est celle de Strasbourg, en prêt, tout simplement. Et si on envisageait un transfert que pour l'été prochain, pendant ce temps-là, t'envoies Disasi de Chelsea à Strasbourg 6 mois en prêt. Et en fait, Strasbourg, ça joue tellement au football, c'est tellement alléchant. Didier a forcément un œil dessus. Il suffit que Strasbourg aille chercher la Conference League, et c'est pas la plus reluisante, mais par contre, c'est quand même ça au palmarès. En étant un joueur cadre, en apportant l'expérience à cette jeune équipe, sous Rosenior, bah moi j'y crois totalement. Et ma dernière option plausible, c'est en Italie. On a évoqué le fait qu'il restait l'Italie, et notamment le Milan. C'est une équipe que Dédé adore. Il adore ses Milanais, Maignan, Fofana, Nkunku, Rabiot. L'adaptation en plus de ça serait facile. Ça joue le titre. Imagine Disasi, titulaire qui joue le titre. Et pourquoi titulaire? Parce que c'est largement possible. Allegri
met l'accent sur sa défense, donc il serait largement mis en valeur et il pourrait largement se faire une place entre Connie de Winter, Matteo Gabbia, Stranja Pavlovic et Fikayo Tomori. Est-ce qu'il pourrait pas franchement se faire une place parmi eux? Donc si on prend nos 4 prétendants, Monaco c'est l'option la moins alléchante, elle est peut-être trop risquée. L'OM, mon incertitude c'est est-ce que l'OM serait vraiment intéressé par lui. Mais par contre, Strasbourg, ça me semble vraiment le plus simple à réaliser parce que c'est un prêt, ça faciliterait l'échange. Le rayonnement peut être limité par contre, alors qu'à Milan, c'est le top. Je pense que tout est réuni et tout le monde est gagnant. Dissasi qui retrouve des couleurs dans le championnat italien, euh, sous un coach qui met l'accent sur la défense et une concurrence pas féroce. Tu joues le titre et imagine tu le gagnes. Dissasi, Coupe du Monde 2026. Notre quatrième et avant-dernier joueur, c'est Mathis Ablin, retenu par Nantes et par Kita, qui demandait une quarantaine de millions d'euros pour son joueur. À ce prix-là, il faut dire qu'il n'y aura pas foule de prétendants, et en plus le début de saison n'est pas sensationnel, 2 buts, 2 passes décisives, même si c'était au tout début, c'était difficile, qu'il commence un petit peu à retrouver un rythme. Le truc, c'est que son contrat court jusqu'en 2028 et Nantes peut se permettre de jouer un petit peu de ses prétendants. Donc je suis son agent, ce que je lui conseille, c'est de terminer la saison, de terminer sur une bonne note, de rendre ce que Nantes lui a permis de vivre, d'essayer de maintenir le club, c'est sa mission principale, et suite à ça, on envisagera un transfert cet été, l'été prochain. Il joue sur les ailes des deux côtés, il préfère la gauche, mais ce qu'il préfère encore, c'est jouer dans l'axe en tant que buteur, en tant que numéro 9. Donc on va chercher un club qui cherche un véritable 9. Donc son prix, étant donné que les performances sont plus aussi bonnes, il oscillera peut-être entre 20 et 35 millions d'euros. Je crois que les 40 millions demandés par Kita n'existeront pas. Donc dans tous les cas, pour mettre ce prix-là, ça restera quand même dans tous les cas un club qui sera capable d'aligner un petit peu financièrement. Pas tous peuvent se le permettre, surtout au vu des conjonctures actuelles. Et le critère le plus important, ça va être de trouver un club qui joue un style de jeu adapté à Mathis Ablin, c'est-à-dire un jeu basé sur les contre-attaques, les transitions offensives. Et je me suis noté un petit point, c'est qu'il avait un salaire vraiment faible par rapport à ce à quoi il pourrait prétendre. 22 000 euros par mois. Là, c'est pareil, on va pouvoir l'aider sur cet aspect-là avec un club qui lui proposera au minimum, au grand minimum, le double. Et s'il y a bien une piste qui est privilégiée, surtout par le joueur, de ce que j'ai pu lire, c'est l'Angleterre. Il rêve de Première Ligue et il est plutôt du genre coriace. Dans les duels, faut pas le négliger, c'est pas un énorme gabarit, mais il se laisse pas faire. Donc pourquoi pas? Après tout, on a des Eli Junior Croupi qui arrivent à s'en sortir avec un gabarit beaucoup plus frêle. Alors pourquoi pas Mathis Ablin? Il aurait déjà refusé cet été les Wolves, comme quoi je pense qu'il préfère ne pas jouer un club qui risque de descendre. Donc les clubs du tréfond du classement, c'est mort pour lui, mais ça sera aussi mort pour les grosses écuries. On tapera dans le ventre mou. J'ai pu cibler des clubs qui correspondent à son profil, qui pratiquent les transitions, notamment du coup pour commencer Brighton. Welbeck, en plus de ça, à 34 ans, ils vont sûrement se chercher un numéro 9 d'ici peu de temps, avec des salaires qui avoisinent les 50-60 000 euros, on double, on triple même, donc c'est tant mieux. Brentford, mais il y a Igor Thiago, 11 matchs, 8 buts, donc s'il continue sur cette lignée, ça va être difficile de lui prendre cette place. Et West Ham, c'est pas ce qu'on lui souhaite, quand on est agent de joueur, on n'envoie pas un joueur pétri de talent à West Ham, dans ce West Ham actuel. Donc Brighton reste une piste privilégiée parmi les équipes de Première Ligue du ventre mou qui jouent les transitions offensives. J'ai quand même noté au cas où d'autres clubs à l'européenne. On a en Espagne Villarreal, ils ont fait Mikotadze pour une trentaine de millions d'euros, donc ils pourraient aussi aligner sur Ablin. Et ce qu'il y a, c'est que Mikotadze est pas satisfaisant pour le moment, donc peut-être que s'il s'en sépare, c'est Ablin qu'il faudra aller récupérer. En Italie, on aurait l'Atalanta et la Roma qui auraient beaucoup de raisons d'être de bons prétendants, mais j'enverrai pas Mathis Ablin en Serie A pour des raisons qu'on a aussi évoquées plutôt sur d'autres joueurs, et aussi parce qu'il n'est pas Serie A compatible. Voilà, je crois pas que ce soit là où il sera le mieux mis en valeur, contrairement par exemple à l'Allemagne et à Francfort, qui pourrait devenir ce nouveau fameux attaquant vendu à 90 millions d'euros. Un petit peu le parcours de Randal Colomoni au final, de Nantes à Francfort pour exploser. Et en France, pour finir, on avait l'OM, les rumeurs, mais je le conseille pas. C'est pas là que je l'enverrai en tant qu'agent de Mathis Ablin. Je suis super content qu'il n'y soit pas allé. C'est un peu qui tout double à l'OM. Je pense que où tu excelles,
où tu t'effondres et je pense que c'est un peu trop risqué pour lui à ce moment-là de sa carrière. Et en plus, c'est pas forcément le plus adapté pour lui, je trouve. À l'instar, par exemple, du Stade Rennais, ce qui est, faut le savoir, même s'il joue à Nantes, son club formateur, il déménage pas loin. Voilà. Donc, c'est un petit upgrade footballistique aussi, faut le dire, hein. Et le style footballistique colle, la contre-attaque, c'est un petit peu ce que prône Habib Beye s'il est là. Et en ce moment, ces deux clubs aiment bien s'échanger des joueurs, si je peux me permettre cette petite aparté. Alors quand on prend nos prétendants sérieux pour accueillir Mathis Sablin, on a déjà Villarreal pour faire un point, mais je ne l'enverrai pas là-bas. Pourquoi? Parce que la médiatisation fait que on a eu des Gamero, des Ben Yedder qui performaient énormément et on a vu le temps qu'a mis Dédé et l'importance qu'il leur a accordé pour jouer en équipe de France. C'était pas le top du top. Par rapport à Francfort et la Bundesliga, bah, c'est assez paradoxal, mais les équipes en Bundesliga qui pratiquent le football transitionnel sont les équipes plutôt de bas de tableau. Francfort mise beaucoup sur l'offensivité, comme tout le championnat, mais c'est pas via les transitions. C'est plutôt dans le jeu. C'est différent, en tout cas. Donc, quand tu vois qu'un Wai n'y arrive pas, alors que c'était quand même un joueur qui avait un potentiel, et qu'un Burkhardt y arrive, qui est un joueur qui n'a pas du tout le même profil, enfin, qui est beaucoup plus massif, etc., bah, on se dit que c'est peut-être pas adapté à Mathis Sablin. Donc pour moi, il reste Rennes ou Brighton. Et moi, personnellement, je lui conseillerais Brighton. On sait qu'il rêve de la Première Ligue. Il serait déjà sur sa deuxième saison en Ligue 1, qu'il profite, qu'il aille se faire kiffer. L'Europe est plus facilement atteignable quand tu joues à Rennes que quand tu joues à Brighton, c'est clair. Mais l'exposition que t'offre la Première Ligue est exponentielle. Suffit qu'il performe un petit peu à Brighton, les portes du Big Six lui seront facilement ouvertes. Je pense que les dirigeants de Première Ligue ont tendance à regarder un petit peu ce qui se passe chez eux, largement plus que ce qui se passe ailleurs. Donc, s'il veut les grands clubs de Première Ligue, ce dont il rêve, c'est Brighton qu'il faut rejoindre maintenant. Donc, sur les 5 points pour le transfert pas fait, est-ce qu'il serait dans un meilleur club à Brighton? Oui. Est-ce qu'il aurait plus de temps de jeu? Ça, c'est pas certain. Évidemment, quand tu changes de dimension, t'es jamais à l'abri. Le style de jeu correspondrait? Oui. Est-ce que le salaire serait meilleur? Oui. Est-ce que le cadre de vie serait meilleur? Je pense aussi, parce que Brighton, c'est une ville du sud de l'Angleterre, avec la plage à proximité. C'est une ville assez agréable, donc je pense. Et pour terminer, le cinquième et dernier joueur de cette vidéo, c'est Manu Koné. Alors ça se passe bien pour lui à la Roma, même très bien, mais je pense que le club comme Magnès Akliouche devient un peu trop petit pour ce à quoi il est dimensionné. Choper un tel statut en équipe de France, surtout sous Didier Deschamps quand tu joues à la Roma, c'est très fort, ça en dit long sur la qualité. Il doit rêver un peu plus grand pour élargir son règne international. Je lui conseille quand même de terminer sa saison à la Roma, hein. Ça se passe pas trop mal, pourquoi pas aller chercher un titre, ça serait historique depuis le temps qu'ils l'attendent. Après, dans tous les cas, je pense que la Roma sera vendeuse. Ils ont besoin de renflouer les caisses. Ils attendraient approximativement 90 millions d'euros pour l'été prochain. Je pense que ça sera le premier joueur vendu. Donc des clubs d'un calibre plus grand que la Roma, il n'y en a pas 50 non plus. Et son contrat est tout neuf. Il court jusqu'en 2029, donc il est évalué à 50 millions par Transfermarkt. Et je pense que ça coûtera davantage plus cher. Donc en fait, qui aussi peut se le payer? Donc il faut un club d'une plus grande envergure avec des sous. En Italie, on a l'Inter qui a déjà fait une offre à 40 millions, refusée, paraît-il, par la Roma jusque-là parce que jugée trop faible. Je pense aussi que la Roma ne voudra pas forcément le vendre à un concurrent direct. Donc je suis pas sûr que ce soit l'Inter la piste privilégiée, même si pour le coup, moi ça me déplairait pas en tant qu'agent de l'envoyer là-bas. Mais je pense qu'on ne pourra pas lutter contre le fait que la Roma ne veuille pas l'envoyer à l'Inter. En Espagne, on a le Barça qui pourrait pas se permettre de se l'acheter au vu de leurs conditions. L'Atlético, j'ai pas envie de l'envoyer là-bas, encore une fois. Et je pense que le championnat espagnol n'est pas du tout fait pour accueillir Manu Koné. C'est pas là qu'il performera le plus. Mais si jamais le Real vient de chercher, c'est difficile de dire non quand même. Le PSG en France, c'est totalement plausible. On met de côté, on en parlera plus tard. C'est pareil pour le Bayern. Pour l'instant, on a Real, PSG, Bayern. Et en première ligue, je l'imagine bien, sauf que Arsenal, le secteur est plein. À Liverpool, le secteur est plein. Voilà, il y a des milieux et en quantité en plus, des bons milieux en quantité. À City, je l'imagine pas sous Pep pour le coup, donc je préfère pas. À Chelsea, c'est trop instable. Je pense que c'est difficile d'envoyer un joueur là-bas quand on connaît le contexte et la stabilité. En plus, Enzo et Caicedo, c'est très performant.
Et à United, c'est trop instable, mais je l'ai noté quand même parce que tu peux être la tête de gondole d'un projet qui fonctionne de nouveau et là, tu changes de statut. Faut surtout pas sous-estimer sa cote européenne, hein. Si vous vous dites que j'envoie des trop gros clubs, vous verrez les clubs qui se penchent sur lui dès l'été prochain. Il y a le supplément, il est français. Les Français attirent énormément à l'étranger. Au niveau des chiffres, il passe un cap énorme par rapport à la saison passée où il était déjà très bon. Il devient plus complet. C'est vraiment un très très bon joueur de football, hein. Parmi les 3 choix qui nous restent, j'élimine tout de suite le Real parce que je pense même qu'avec Tchouaméni et Kamavinga, qui ont déjà un temps d'avance sur lui, ça me fait penser au cas Barry et Beto. Beto, je pense, c'est pas forcément meilleur que Barry, mais à 3 ans de première ligue dans les jambes, il a beaucoup d'avance dessus. Je pense que Kamavinga et Tchouaméni ont pris cette avance sur Koné et que ça serait pas la meilleure option pour lui en termes de temps de jeu. Le PSG, par contre, qui cherche à franciser son effectif, par exemple, c'est plausible. Mais par contre, est-ce qu'il est Luis Enrique compatible? Si j'ai dit qu'il n'était pas Guardiola compatible à City, peut-être qu'à Paris, c'est pareil sous Luis Enrique. Avec la concurrence, peut-être que Fabien Ruiz pourrait sauter, mais c'est tellement un élément fort de Luis Enrique que ça me paraît quand même compliqué. Et il nous reste ce bon vieux Bayern de Munich. Il connaît la Bundesliga, c'est à Mönchengladbach qu'il a performé, qu'il s'est fait connaître. Je me rappelle qu'on parlait de lui déjà en équipe de France quand il était à München. Et également, le milieu de terrain n'est pas un secteur ultra bouché à Munich, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Kimmich, Pavlovic et Goretzka, je crois qu'il y a quand même un trou à se faire, même si la concurrence est rude. Elle n'est pas non plus inatteignable, cette place de titulaire. Donc il y a carrément une place qui l'attend. En fait, je pense qu'il pourrait aider le club comme le club pourrait l'aider. En plus, le vestiaire est plutôt francophone. Boé, Guerrero, Upamecano, Olise, il ne serait pas perdu. Dans les 5 points, est-ce qu'il aurait un meilleur club au Bayern? Évidemment. Est-ce que le temps de jeu serait davantage conséquent? Ça, c'est pas sûr, évidemment. Toujours la même problématique. Le style de jeu, oui, je pense qu'il est plutôt fait pour jouer sous compagnie. Il avait un salaire de 100 000 euros à la Roma. Quand on sait que Sacha Boué touche 90 000 euros par mois au Bayern, je pense qu'il peut être augmenté. Et le cadre de vie, pour avoir déjà visité Rome et Munich, je pense que difficile de faire mieux que Rome, mais on s'adapte. Il y a beaucoup de Français qui ont fait pas mal de piges au Bayern sans s'en plaindre, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ça fait quand même une grosse vidéo, hein. J'espère que ça vous plaît. Moi j'ai kiffé en tout cas. Peut-être qu'on en refera d'autres. À vous de me dire. On se retrouve très vite pour la prochaine. À bientôt.